Donc voilà, nous allons pouvoir démarrer cette nouvelle session de l'Académie Notre Affaire à tous sur le thème de la simplification et du détricotage des normes environnementales, du droit de l'environnement. Et donc, Baptiste, je te laisse la parole pour environ une trentaine, 35 minutes, et après lesquelles on pourra donc échanger collectivement. Donc, dans le public virtuel, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure de l'intervention, n'hésitez pas à soit les envoyer au fur et à mesure dans la discussion ou à vous les garder pour la fin de l'intervention. On pourra les lire, je pourrai les lire, donc si vous les envoyez dans la conversation, vous pourrez aussi ouvrir vos micros si vous préférez les dire à l'oral. Donc voilà, et Baptiste, je te laisse la parole. Merci encore. Ok, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que c'est bon le partage d'écran, tout ça? C'est Oui, nickel? ça Ok, marche. parfait. Merci beaucoup de l'invitation de notre affaire à tous, et particulièrement d'Emma Feilleux, me touche beaucoup pour venir vous parler effectivement un peu de mon travail de recherche. Donc ma thèse elle porte sur la simplification du droit de l'environnement. Donc je vais essayer de vous en parler un peu aujourd'hui et d'être un peu synthétique en une demi-heure. Je vous avoue que c'est un peu un défi, donc on va essayer de faire simple et d'axer un peu plus sur les régressions du droit de l'environnement. Alors, effectivement, on a toute une sémantique aujourd'hui autour de tout ce mouvement. On parle de détricotage, de simplification, de régression, de green backlash, bon, qui est un terme qu'on utilise peu juridiquement, qui relève plus des sciences politiques ou de la sociologie aujourd'hui. Mais voilà, moi, ça porte sur la simplification du droit de l'environnement. Donc, avoir un peu comme la politique qui est portée par les autorités publiques depuis une quinzaine, vingtaine d'années, et les régressions, on va dire que c'est un peu les conséquences de ces politiques-là qui, évidemment, ne se vendent pas du tout comme des politiques régressives, qui se vendent vraiment comme de la simplification. Alors, il y a deux manières, on va dire, d'entendre simplification du droit de l'environnement. Soit on peut entendre ça comme l'entend la doctrine quand elle parle de simplification du droit, c'est-à-dire l'idée de rendre les normes juridiques plus accessibles, plus intelligibles, vraiment de mieux écrire le droit. Et il y a une autre version, enfin, un autre type de simplification qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est vraiment cette idée de diminuer le niveau de contrainte, ici le niveau de contrainte que représente le droit de l'environnement, sur les acteurs économiques, sur les opérateurs économiques, ce qui peut mener et ce qui mène depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années à des régressions du droit de l'environnement. Donc, je vais essayer de vous présenter un peu ce mouvement-là aujourd'hui, en vous présentant d'abord rapidement sur quelles finalités les autorités publiques, quelles finalités elles mettent en avant pour justifier cet allègement continu des normes environnementales. Ensuite, on essaiera de voir un peu, mais là justement de manière très succincte, parce que on va pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais on pourra totalement les aborder dans des questions, tout ce qui est un peu les techniques de simplification et les différentes régressions qu'on peut constater. Et après, on finira avec un peu quelles grandes leçons on peut tirer de cette politique de simplification et rappeler rapidement quelles sont les réformes en cours et à venir parce que il y a énormément d'actualités malheureusement dans dans ces politiques de simplification. Donc, si on s'intéresse un peu aux finalités, la première finalité qui a été mise en avant, ça a vraiment été un objectif de protection de la compétitivité des entreprises, c'est-à-dire que l'économie mondialisée faisant que les économies des différents États sont mises en concurrence, cette concurrence, elle se fait aussi dans les systèmes juridiques. Donc, il faut un système juridique qui favorise au mieux l'investissement, les implantations de projets économiques, de projets industriels. Et face à cela, on estime bon, sans véritable évaluation qui nous montre vraiment le lien, mais que les normes environnementales, le niveau de protection de l'environnement constitue un frein trop important aux implantations de projets économiques. C'est toute la question que je pense que vous connaissez très bien du dumping environnemental et voilà de la concurrence entre systèmes juridiques. Donc vraiment, ça a été cette idée de recherche de compétitivité qui a été mise en avant dans différents rapports. Et donc, depuis une quinzaine d'années, on a un rapport, une réforme, un nouveau rapport qui nous explique pourquoi la réforme précédente a échoué et en quoi la nouvelle réforme va parvenir à remplir les objectifs qui étaient avancés par la réforme précédente. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de rapports. Vous avez notamment le rapport Kasbarian qui a mené à la loi ASAP de 2020, le rapport Guillot qui, lui, a été la principale source d'inspiration de la loi Industrie verte de 2023. Et là, vous avez un rapport très important dont vous avez sûrement entendu parler, qui est le rapport Mario Draghi de septembre 2024 sur la compétitivité européenne
et qui est vraiment devenu aujourd'hui le guide d'action du nouveau mandat de la Commission européenne par rapport au pacte vert qui guidait un peu l'action de la première commission. Là, on a un vrai changement de braquet et vraiment cette idée de compétitivité et de nécessité de simplification, c'est vraiment au cœur de l'action de la nouvelle commission qu'on voit aujourd'hui avec tout ce paquet omnibus au niveau européen. Donc ça, c'est vraiment l'idée qui était mise en avant à la base, cette recherche de la compétitivité. Aujourd'hui, on bascule un peu sur un nouveau type de discours, bon, qui est toujours en lien, les objectifs sont toujours les mêmes, mais on a un nouveau narratif, un peu, on va dire, encore plus poussé, enfin, qui se veut encore plus important et encore moins critiquable, qui est une défense de la souveraineté. Donc, ce mot de souveraineté, on l'entend partout depuis 3-4 ans. Ça a été le sujet de la dernière étude annuelle absolument gigantesque du Conseil d'État. C'est dans les intitulés des ministères. Maintenant, on a un ministère de la souveraineté alimentaire. Alors, il y a deux événements qui expliquent ce retour à la souveraineté qu'on pensait un peu disparu, un peu has-been avec toutes les idées de mondialisation et d'intégration européenne. Mais c'est vraiment la crise sanitaire de 2020 qui a fait se rendre compte un peu de certaines vulnérabilités d'éléments stratégiques qu'on avait exportés et qu'on avait délocalisés dans d'autres pays. Et surtout, ce qui a le plus d'impact sur les politiques environnementales, c'est la guerre en Ukraine à partir de 2022 et l'Union européenne qui s'est rendue compte de ces dépendances énergétiques absolument folles avec la Russie, qui ont amené à une volonté très forte de réindustrialisation, à la fois en termes énergétiques et en termes de production, et donc de favoriser au maximum les implantations industrielles. Et pour favoriser les implantations industrielles, on estime souvent que le droit de l'environnement est un frein qui ralentit ou qui bloque ces installations, cette réindustrialisation, et donc il faut simplifier, il faut diminuer le niveau de contrainte du droit de l'environnement. Concernant maintenant les techniques, les régressions, donc je vous l'ai dit, on va passer, je vais devoir résumer un peu en grande ligne, mais si vous voulez plus de détails, je ne peux que vous renvoyer vers vraiment l'excellent rapport qu'a produit France Nature Environnement, qui est sorti il y a peu longtemps, il y a peu de temps sur la simplification du droit de l'environnement, qui est très intéressant, qui présente la petite régression majeure, mais qui sont en fait vraiment les grands exemples de régression et qui rentrent dans les détails et qui est notamment très intéressant parce que France Nature Environnement a eu accès à beaucoup de chiffres. Donc, vraiment, je vous renvoie vers ce très bon rapport. La plupart des mesures de simplification qui ont mené à des régressions dont je vais vous parler, effectivement, elles concernent plutôt les polices administratives spéciales de l'environnement, qui est toute la réglementation qui est contenue dans le Code de l'environnement. C'est toute la procédure de ces différentes polices qui, depuis une vingtaine d'années, est vraiment ciblée par le législateur et les gouvernements successifs pour faire l'objet de mesures de simplification. L'idée qui est renvoyée, enfin le discours qui est renvoyé est toujours le même, c'est simplifier sans régresser. Bon, c'est toujours la belle phrase qui est mise en première page des rapports. Derrière, on a un peu de mal à trouver les applications, mais en tout cas, ça concerne vraiment toutes ces polices, notamment cette police des installations classées pour la protection de l'environnement, qui a un champ d'application très large, à la fois la plupart des installations industrielles, des installations agricoles, et donc toutes ces différentes polices, c'est elles qui font vraiment, qui concentrent un peu toute l'attention, enfin jusqu'à peu du législateur. Donc, pour rappeler juste rapidement, pour ceux qui s'intéressent au droit de l'environnement, mais pas forcément sous l'angle de cette réglementation un peu touffue du Code de l'environnement, comment ça fonctionne globalement? Vous avez une activité qui est réglementée, qui doit donc faire l'objet d'une autorisation administrative. La plupart du temps, elle est délivrée par le préfet. Pour ça, donc, il faut que le porteur de projet dépose un dossier de demande et il y a une procédure assez longue qui est souvent un peu la même. Vous allez avoir une première grande étape qui est une étape d'évaluation des effets potentiels du projet sur l'environnement, donc évaluation environnementale, étude d'impact. Et après, vous avez une deuxième grande phase qui est la phase de participation du public, donc soit une enquête publique, soit une participation du public par voie électronique, qui donne lieu à une autorisation. Donc, en principe, vous avez à la base une autorisation par type de police. Vous avez une autorisation pour les ICPE, une autorisation pour les dérogations espèces protégées, des choses comme ça. Mais depuis 2017, il y a une volonté du législateur un peu de fusionner toutes les types d'activités qui sont soumis à vraiment une autorisation, donc qui est le niveau le plus élevé dans les différentes polices de l'environnement, dans une procédure un peu, on va dire, de droit commun, qui est l'autorisation environnementale, qui fonctionne avec une grosse autorisation globale, soit ICPE, soit loi sur l'eau, dans lesquelles vont s'ajouter, dans la même autorisation, des autorisations embarquées des autres polices. Donc,
Vraiment, maintenant, on commence à avoir un peu une procédure de droit commun et qui va nous intéresser parce qu'elle a été modifiée, remodifiée, re-remodifiée, elle bouge en permanence du fait vraiment des demandes de simplification. Donc, si on essaie un peu de catégoriser dans la procédure administrative non contentieuse, donc dans ces procédures environnementales, un peu les grands cas de régression en fait des normes qu'on a eues, on peut voir un peu 4 types de techniques, mais qui se recoupent pas mal. D'abord, on a pu constater la création par le législateur de véritables procédures dérogatoires. Vous avez la procédure de droit commun avec toutes ses garanties, une étude d'impact, une enquête publique. Le législateur va créer une procédure dérogatoire, évidemment moins exigeante pour gagner du temps et faire en sorte que le porteur de projet ait aussi moins de mal à obtenir l'autorisation, et va faire basculer un certain nombre d'activités qui étaient soumises à autorisation dans ces procédures dérogatoires. Le principal exemple qu'on a, c'est dans les installations classées, par une ordonnance de 2009, au moment de toute cette politique de relance post-crise des subprimes, sous le quinquennat Sarkozy. On a eu cette ordonnance de 2009 qui a créé cette procédure de l'enregistrement, et on a eu un basculement très important d'ICPE qui étaient soumises à autorisation dans cette procédure de l'enregistrement. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand on passe de l'autorisation à l'enregistrement, il n'y a plus d'études d'impact et il n'y a plus d'enquête publique avec un commissaire enquêteur. On a la procédure de participation de base qui est très peu satisfaisante en termes de garantie, qui est la participation du public par voie électronique, qui est gérée directement par l'administration sans tiers indépendant. Donc, évidemment, on a une baisse de garantie procédurale. Ensuite, deuxième grand cas, on a les réductions de champ d'application des différentes procédures. C'est-à-dire que, un peu en lien avec la création de procédures dérogatoires, on a des procédures dans lesquelles on va réduire sensiblement le nombre de projets qui vont être soumis à cette procédure particulière. Donc, ça a été énormément le cas pour la procédure de l'évaluation environnementale qui a été très réformée dans les années 2010, à la fois pour intégrer toute une nouvelle législation européenne qui a vraiment renforcé les garanties en matière d'évaluation environnementale. On a eu un saut qualitatif très important qui a demandé du contentieux pour que ces garanties soient effectivement bien enregistrées et transposées en droit français. Mais à côté de ça, le pouvoir réglementaire a petit à petit réduit de plus en plus le champ d'application de ces procédures, notamment en laissant le choix au préfet de soumettre ou non le projet à évaluation environnementale, ce qu'on appelle la procédure du cas par cas. Et le rapport de France Nature Environnement, il montre très bien que quand vous avez des projets qui, à l'origine, étaient soumis à évaluation systématique, qui passent à évaluation au cas par cas, c'est le préfet donc qui décide, et en fait, il décide que 9 projets sur 10 ne seront pas soumis à évaluation environnementale. Donc, on a vraiment, pour reprendre un peu l'expression de René Chaput que j'aime bien, en fait, ces procédures, ça devient des produits de luxe, c'est-à-dire que c'est des produits très bien conçus, mais appliqués à de moins en moins de projets. Aujourd'hui, la plupart des projets soumis à autorisation environnementale ne font plus l'objet d'une évaluation. Donc, il n'y a plus d'évaluation sur l'environnement. Et ce qui est très gênant dans tout ce discours de dire, mais en fait, on ne régresse pas parce qu'on ne touche qu'à la procédure, c'est qu'en droit de l'environnement, la procédure, elle est centrale, parce qu'une procédure, en fait, c'est des garanties procédurales. Et si vous avez une demande de projet et que vous n'évaluez pas ses impacts potentiels sur l'environnement, vous avez beau avoir des dispositions de fond, donc c'est-à-dire des prescriptions, des encadrements qu'on peut imposer au projet sur la manière dont il va se mener, la manière dont l'activité industrielle, notamment, va rejeter des émissions dans l'air, dans l'eau. Mais en fait, si à la base, vous n'avez pas évalué l'impact potentiel sur l'environnement, en fait, comment vous voulez, de manière pertinente, choisir les prescriptions qui vont s'appliquer? Donc, en droit de l'environnement, la procédure, c'est elle qui va déterminer l'effectivité du fond. Donc, quand on touche à la procédure, évidemment, on régresse. Donc, ce discours sur lequel simplement toucher à la procédure pour gagner du temps, c'est pas faire régresser la protection, c'est vraiment un faux nez, quoi. Dans la pratique, évidemment, ça régresse. Donc ça, c'est la diminution des garanties procédurales qu'on peut voir aussi, donc soit dans la réduction du champ d'application des procédures, soit effectivement dans le contenu de la procédure. Notamment, on a la réduction du nombre de consultations obligatoires. Vous aviez un certain nombre d'instances qui devaient obligatoirement être consultées, notamment pour les autorisations ICPE, qui ne le sont plus du tout. Notamment, vous avez une instance qui s'appelle le CODERST. Alors, j'aimais bien le SIG, je crois que c'est le Conseil départemental des risques sanitaires et technologiques. Pour une autorisation, avant, il devait être systématiquement consulté,
et il donnait un avis un peu d'expertise sur le projet d'autorisation. Maintenant, c'est pareil. C'est le préfet qui décide quand il le saisit, donc autant dire qu'il le saisit très peu. Enfin, un dernier cas un peu particulier, c'est un décret de 2020, alors qui a peu été appliqué, mais qui est assez intéressant à noter sur vraiment c'est un peu un cas particulier. Un décret de 2020 a reconnu au préfet un pouvoir d'adaptation locale de la norme nationale. Alors, pas qu'en matière environnementale, mais au lieu de prévoir des dérogations au niveau national, là, on revient sur le principe d'application égalitaire du droit de l'environnement sur tout le territoire français, en tout cas métropolitain, en permettant au préfet, dans un projet en particulier, de déroger à certains éléments de la procédure. Donc, c'est le préfet qui décidait à ce moment-là de ne pas soumettre le projet à enquête publique ou des éléments de procédure comme ça. Donc, qui questionnait vraiment le pouvoir qu'on donne aux autorités locales par rapport au droit national. Ce que nous montrent quand même les chiffres, et notamment une mission sénatoriale de 2022 ou 2023, c'est que les préfets ont été très frileux à utiliser ce pouvoir parce que, en fait, mal utilisé, il peut complètement détruire la sécurité un peu juridique du projet et mener à des annulations contentieuses parce que les préfets n'ont jamais su exactement quelle marge de manœuvre ils avaient avec ce pouvoir. Donc, c'est un pouvoir qui a un peu marché en matière de subventions locales notamment, mais en matière de droit de l'environnement, il a finalement été assez peu utilisé, mais il montre quand même un autre aspect un peu particulier de ces politiques de simplification qui peuvent aller très loin dans les différences d'application de la norme, en fait. C'est-à-dire que de plus en plus, vous n'avez pas deux projets soumis à la même procédure. On revient quand même de plus en plus sur ce principe d'application uniforme du droit français, en tout cas en matière de droit de l'environnement. Si on passe plus rapidement, mais là, je n'aurai pas vraiment le temps de m'y attarder, mais on pourra y revenir totalement dans des questions, on a aussi eu beaucoup de réformes du contentieux de l'environnement devant le juge administratif. Donc, le juge administratif, c'est le juge de droit commun de toutes ces polices administratives de l'environnement. Et s'inspirant de toutes les réformes du contentieux de l'urbanisme qui ont eu lieu à partir du début des années 2000, parce qu'on a fait un lien, là aussi peu documenté, entre les annulations devant le juge de permis de construire et la crise du logement, dont on se rend compte quand même que le lien n'est pas du tout évident. Les différents rapports et les gouvernements successifs estiment que les annulations contentieuses, les recours interminables devant le juge administratif font perdre trop de temps, découragent les porteurs de projets. Donc, il faut réduire l'accès au juge administratif et surtout, il faut réduire le nombre d'annulations qui, il est vrai, pour certains contentieux, sont très importantes. Moi, j'ai quand même pas mal étudié le contentieux des dérogations espèces protégées, qui fait beaucoup parler aujourd'hui. C'est un contentieux qui, il y a quelques années, conduisait à 50% d'annulation devant le juge administratif. Vous aviez globalement une autorisation sur deux qui était annulée. Donc, effectivement, il y a des annulations assez importantes. L'idée du législateur et du pouvoir réglementaire a été de réduire l'accès aux juges. Le grand exemple que je peux vous donner, c'est les délais de recours en matière d'installation classée. La loi du 19 juillet 1976 qui a réformé toute cette police spéciale qui existe quand même depuis très longtemps. Hein, la police d'installation classée sous ses différentes formes, elle existe depuis 1810. Mais c'est en 1976 que vraiment elle est orientée sous un angle plus environnemental. Le législateur pose un délai de recours de 4 ans. Avant 1976, il n'y avait aucun délai de recours. Vous pouviez faire un recours contre un établissement classé à n'importe quel moment de son exploitation. Maintenant, c'est encore le cas, mais sous des formes différentes. Mais depuis 1976, le délai de recours de droit commun, il est de 4 ans en matière d'ICPE. Depuis, en 2003, on a décidé d'un délai de 6 mois pour les carrières. En 2006, 1 an pour les installations agricoles. Donc, c'est ce que fait souvent le législateur, c'est qu'il pose des exceptions pour certains types de projets qu'il veut favoriser. En ce moment, ce dont on se rend compte avec la loi d'orientation agricole, par exemple, c'est les méga-bassines, les énergies renouvelables, des choses comme ça. Donc là, c'était pour les carrières et les installations agricoles. En 2010, généralisé à 1 an. 2017, réforme de l'autorisation environnementale, 4 mois. 2024, réforme de la procédure avec la loi industrie verte, 2 mois. Délai de droit commun du recours pour excès de pouvoir. Donc, en moins de 50 ans, on est passé de 4 ans à 2 mois. C'est quand même un mouvement assez violent. Surtout, quand même, on est sur des contentieux, quand même, des installations classées qui, avant d'être des contentieux associatifs, étaient des contentieux de voisinage. Donc, il faut quand même que le voisinage ait le temps de se rendre compte qu'il y a un projet qui va leur générer des nuisances. Là, vous avez 2 mois pour agir. Donc, en fait, vous n'avez plus que des associations environnementales hyper à l'affût. Le voisinage, aujourd'hui, il est de plus en plus
plus en plus réduit dans ses possibilités de recours. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a énormément de réformes encore actuellement du contentieux de l'environnement qui réduit l'accès aux juges et surtout qui renforce les pouvoirs du juge administratif pour éviter les annulations. Le juge administratif a énormément de pouvoir de régularisation des autorisations, d'annulation partielle. Ça devient très difficile d'avoir une vraie annulation du projet, à moins que vous ayez vraiment un moyen qui touche vraiment le cœur et la raison d'être du projet. Sinon, in fine, le projet il sera régularisé, ce qui peut un peu miner la motivation de certains requérants associatifs, en fait, de se dire que ça devient de plus en plus dur de faire annuler un projet devant le juge, même quand vous avez des illégalités flagrantes. Voilà. Quelques leçons un peu sur ces politiques de simplification qu'on peut tirer, plutôt des leçons un peu plus sociopolitiques après une vingtaine d'années de réformes. D'abord, on peut constater un manque flagrant d'évaluation des différentes réformes. Donc, il y a quand même une institution aussi sérieuse que le Conseil d'État nous explique dans son avis sur le projet de loi Industrie verte en mai 2023 que cette modification législative, donc il y a quand même une modification de la procédure de l'autorisation environnementale qui intervient moins de 5 ans après la réforme de l'autorisation environnementale, est fait sans aucune analyse des effets de ces réformes successives. Donc vraiment, on n'a pas d'évaluation et c'est quand même assez problématique parce que c'est des réformes qui ne sont pas des réformes qui sont là pour apporter des garanties procédurales, mais qui sont là pour essayer d'avoir des effets en termes d'implantation de projets, d'accélération des délivrances d'autorisation. Donc, évidemment, pour savoir si votre réforme elle est réussie, c'est un élément qu'il faut évaluer parce que quand vous prenez la réforme, vous ne pouvez pas savoir si elle va fonctionner ou pas. Bon, étant donné que vous avez toujours de plus en plus de demandes de simplification qui ne s'arrêtent jamais parce que les milieux économiques et les lobbies en demandent toujours plus de simplification, le législateur est dans l'idée que les réformes précédentes n'ont pas marché. Mais l'exemple quand même le plus frappant de ça, c'est la réforme de l'autorisation environnementale, qui d'abord était une expérimentation dans certaines régions et qui a été généralisée avant la fin de l'expérimentation et avant qu'on ait tiré le moindre bilan ou la moindre évaluation des expérimentations. Donc il y a quand même un manque de sérieux qui est assez problématique dans toutes les réformes qui ont quand même des effets très importants en termes de protection de l'environnement. Ensuite, le deuxième point, alors j'ai mis remise en cause de la démocratie environnementale. Ça, c'est plus un sentiment un peu généralisé qui est partagé dans la doctrine et les milieux associatifs, qui est quand même que, surtout du point de vue de la démocratie environnementale et des procédures de participation du public, il faut bien voir que ces procédures, elles ont quand même en grande partie été mises en place pour essayer de renforcer l'acceptabilité des projets. C'est-à-dire qu'on essaie d'intégrer au moment de la conception du projet la participation du public pour essayer d'arriver à une version du projet qui satisfasse le plus les intérêts locaux et qui soit le moins dérangeant possible, le moins impactant possible, en tout cas le plus accepté par les populations locales. L'idée d'avoir des recours devant le juge administratif le plus ouvert possible avec l'agrément des associations, il vient aussi de là. C'est une idée d'internaliser dans le système juridique les oppositions pour essayer d'arriver aux projets les moins impactants possibles. Bon, ben, cette idée, elle n'est plus du tout partagée aujourd'hui par ceux qui conçoivent les réformes du droit de l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime que ces différents mesures, ces différents dispositifs qui permettent d'intégrer les oppositions, c'est avant tout une perte de temps. Donc, on les supprime, on les réforme, on diminue les garanties, on diminue leur champ d'application. Et je pense que le législateur et le gouvernement ne se rendent pas compte à quel point avec ces réformes-là, ils se tirent une balle dans le pied parce que qu'est-ce que vous faites en fait quand vous limitez les recours à l'accès au juge et vous rendez complètement inefficaces les mesures de participation du public? Vous n'éteignez pas la contestation, ça n'existe pas. En fait, vous déplacez la contestation sur des terrains qui ne sont plus des terrains encadrés juridiquement, qui sont des occupations de terrain, des manifestations sauvages, des choses comme ça, que les autorités publiques veulent éviter et qu'elles ont essayé d'éviter pendant longtemps en essayant de faire internaliser dans le processus d'autorisation les contestations. Elles ne le font plus aujourd'hui et après, elles s'étonnent que ce type de contestation type occupation de terrain se multiplie alors que bon, c'est assez évident à voir et donc je pense que vraiment sur ce point-là, le législateur se tire une vraie balle dans le pied. Un point rapidement sur quand même certains garde-fous qui sont censés exister dans notre système juridique
par rapport aux différentes régressions du droit de l'environnement qu'on pourrait constater. La loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, elle a consacré un principe de non-régression. Donc, comme son nom l'indique, c'est un principe qui est là pour éviter, pour interdire un retour en arrière sur le niveau de protection du droit de l'environnement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce principe, il a valeur législative. Donc, le législateur n'est pas lié par ce principe. Et c'est avant tout le législateur, aujourd'hui, il faut bien être conscient, qui porte ces mesures de simplification. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Le législateur, particulièrement les sénateurs, sont très à l'initiative des différentes réformes de simplification. Et concernant le contrôle du pouvoir réglementaire, le Conseil d'État a un peu vidé de sa substance et de son effectivité ce principe vis-à-vis du pouvoir réglementaire. Donc, c'est un principe qui s'applique très peu. On pourrait se dire quand même qu'en France, on a fêté les 20 ans de la Charte de l'environnement cette année, on a une vraie protection constitutionnelle de l'environnement. On a quand même un des meilleurs textes constitutionnels d'Europe en matière environnementale. Donc, on pourrait se dire, voilà, on a des garanties de protection de l'environnement dans le texte constitutionnel. Le législateur, il est censé être contrôlé au regard de ces principes. Le problème, c'est que le contrôleur, c'est le Conseil constitutionnel. On va dire que ce n'est pas le juge constitutionnel le plus aventureux d'Europe, loin de là. Donc, là aussi, il y a un problème d'effectivité sur le fait que le Conseil constitutionnel ne se saisit pas de ces normes de référence pour effectuer un véritable contrôle. Il estime toujours qu'il n'a pas le même pouvoir d'appréciation que le législateur. Donc, ce contrôle des régressions, il reste lettre morte. On a quelques censures de dispositifs régressifs, mais qui ne sont jamais en fait sur des fondements environnementaux, qui sont sur d'autres fondements constitutionnels qui n'ont pas grand-chose à voir. Enfin, pendant longtemps, le droit européen de l'environnement, il a quand même constitué une vraie protection face à certains reculs, parce qu'on a beaucoup de garanties procédurales qui sont consacrées par des textes du droit de l'Union européenne. On a des directives très bien faites en matière d'évaluation environnementale, on a la directive Habitat, la directive IED, donc qui vraiment constitue un socle de garanties important et qui a bloqué un certain nombre de régressions, particulièrement en matière d'évaluation environnementale. Donc, le droit européen sur ces enjeux-là, il continue d'être protecteur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis les dernières élections européennes et la nouvelle Commission européenne, le législateur européen aussi, il a une très forte envie de simplification du droit européen de l'environnement. Donc, pour l'instant, ce dont il se saisit, c'est un peu les derniers textes du pacte vert qui ne sont pas encore véritablement rentrés en application. Donc, c'est le devoir de vigilance et le reporting extra-financier. Mais il faut voir si au bout d'un moment, le législateur européen ne va pas vraiment se tourner vers tous ces textes du droit européen de l'environnement pour essayer de les simplifier à la demande des lobbies économiques qui sont très demandeurs là-dessus. Un exemple qu'on a eu quand même depuis peu, c'est l'Union européenne qui a réussi à diminuer le niveau de protection du loup dans la Convention de Berne et la directive Habitat, et donc son niveau de protection, et c'est plus une espèce protégée au sens de l'annexe 4 de la directive Habitat, ce qui permet de multiplier les mesures de destruction. Donc, il y a vraiment une possibilité que ce mouvement de simplification, de détricotage, il s'accélère au niveau du droit européen et que le droit européen soit de moins en moins une garantie. Voilà. Rapidement, concernant les réformes à venir, donc, il y a ce paquet européen Omnibus. On a eu la loi d'orientation agricole de 2025 qui est tombée dans un contexte vraiment de contestation et de crise des milieux agricoles, dont le principal syndicat, la FNSEA, pour un peu détourner le problème de la question des prix agricoles, a vraiment fait un focus très particulier sur les normes environnementales et notamment les agents des polices de l'environnement et de l'OFB. Donc, on a eu un certain nombre de mesures. Certaines ont été censurées par le Conseil constitutionnel, je vous rassure, pas sur un fondement environnemental, c'était plutôt des fondements de questions de droit pénal ou de cavalier législatif. Mais on a quand même eu un certain nombre de censures un peu des dispositifs les plus régressifs, notamment en matière pénale. Voilà. On a une proposition de loi d'origine sénatoriale visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, qui se veut un peu une continuité, une reprise des dispositions qui ne sont pas passées dans la loi d'orientation agricole. Et on a un grand projet de loi de simplification de la vie économique qui était d'abord porté par Bruno Le Maire et qui aujourd'hui vit un peu sa propre vie. Je ne me prononcerai pas trop sur ces textes parce que, bon, vous le savez très bien, vu la composition actuelle de l'Assemblée nationale, c'est très difficile en fait de voir finalement parmi les milliers d'amendements ce qui va vraiment ressortir dans ces textes. Faut vraiment attendre les commissions mixtes paritaires et tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas vraiment dire ce qu'il y aura dans ces textes. Il y a beaucoup de propositions de mesures régressives quand même, mais il faudra voir ce que ça donne une fois que les discussions seront un peu plus avancées là-dessus. Voilà.
Rapidement pour finir, j'ai mis un peu une bibliographie indicative. Alors Emma en principe pourra vous transmettre le PowerPoint, donc vous retrouverez ça là-dedans. Alors bon, c'est quand même plutôt des articles de revues juridiques spécialisées, donc qui sont parfois un peu difficiles d'accès, mais quand même la doctrine de plus en plus se saisit de ces questions. Donc vous avez un certain nombre d'études qui sont assez intéressantes. Voilà, donc si ça jamais ça vous intéresse. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour ma présentation. Génial, mais merci beaucoup Baptiste, c'est super clair, effectivement sur un sujet qui n'est pas forcément le plus accessible parce qu'il y a plein de portes d'entrée différentes. Donc merci pour cet effort de catégorisation et d'explication un peu générale. On va pouvoir du coup un peu passer au second temps pour avoir les questions, réactions des personnes qui regardent. Donc n'hésitez pas du coup à dès maintenant, si vous avez déjà vos questions, soit à lever la main comme le fait Jérémy ou à les mettre dans la discussion. Et très rapidement, avant d'ouvrir le temps aux questions, en attendant qu'elles arrivent également, enfin bref, quelques réactions. Nous, on a eu chez Notre Affaire à tous un exemple très récent et enfin, qui illustre exactement ce que tu as précisé, puisqu'on avait attaqué une circulaire gouvernementale qui s'intéressait au droit à l'information en matière d'ICPE. Et plus précisément qui restreignait le champ des informations qui sont communicables ou non communicables, d'abord des industriels à la préfecture, puis de la préfecture au public. Et enfin, notamment, cette circulaire, pardon, alors non, c'était une instruction. Elle prévoyait que, par exemple, les substances dangereuses présentes sur le site en dehors des situations d'accident pouvaient ne pas être communiquées de l'industriel à la préfecture. Et ce qui est intéressant, et ça illustre un peu le rôle en tout cas qui, moi, me pose question à titre personnel des magistrats administratifs et du juge administratif, notamment là-dedans, c'est que donc notre recours a été rejeté, nos demandes ont été rejetées, notamment parce que justement l'instruction prévoyait la possibilité du cas par cas dont tu parlais. Et en fait, c'est intéressant de voir que finalement, cette possibilité du cas par cas, en fait, n'est pas une garantie enfin, qu'on peut considérer comme suffisante. Donc, bon, c'est intéressant, c'est une décision pour les personnes qui souhaiteraient la référence du Conseil d'État du 18 avril 2025. Et une autre réaction, c'est que c'est aussi intéressant quand on s'intéresse à ce sujet de s'intéresser un peu enfin, d'avoir le recul historique. Et notamment, je vous envoie dans la discussion une citation de Jean-Baptiste Fressos, un historien qui a notamment travaillé sur ces questions et qui présentait un des premiers décrets qu'on considère comme la naissance du droit de l'environnement, notamment en matière industrielle, c'est un décret de 1810. Et donc le promoteur de ce décret, qui était d'ailleurs, je crois, enfin, selon Jean-Baptiste Fressos, un ancien industriel de la chimie, disait qu'effectivement, une fois que l'industrie était établie, il ne s'agissait plus d'examiner s'il avait été avantageux ou pas de l'introduire. Et en fait, effectivement, avec cette remise en cause des procédures que tu décris très bien, c'est un peu ce qui se passe. J'ai l'impression qu'en fait, on fait en sorte de plus pouvoir remettre en cause l'installation d'une usine ou d'un projet, et qu'une fois qu'il est installé, bah, finalement, voilà, c'est compliqué de le remettre réellement en cause. Donc bon, bref, c'était pour des réactions et peut-être laisser le temps aux questions d'arriver. Et du coup, Jérémy, je te laisse la parole pour une première question. Oui, merci Emma et merci Baptiste. Donc Jérémy, je suis délégué général de l'association. Merci beaucoup. C'était limpide et très éclairant et c'est aussi comme Emma en donné quelques exemples là des choses auxquelles on se confronte au quotidien à notre affaire à tous. J'avais une question. J'ai cru voir il y a un an ou deux passer, plutôt 2 ans je pense, une étude ou un rapport qui comparait un petit peu les délais de sortie des projets industriels au regard des éventuels rallongements que pouvaient générer les procédures, les contestations contentieuses, etc. Et qui démontrait de mémoire que les délais supplémentaires impliqués par les éventuelles contestations étaient extrêmement réduits et limités à des cas relativement rares, ou en tout cas loin de ce qu'on nous décrit comme étant un frein absolument insupportable et qui nous coûte je ne sais combien de points de PIB. Et que là, par ailleurs, la France se démarquait pas particulièrement d'autres pays disposant de réglementations qui seraient moins
moins défavorables à leurs yeux, ou en tout cas moins encadrantes. Est-ce que ça vous dit quelque chose et est-ce que ces évaluations-là, elles ont été faites et considérées par le législateur, j'en doute, mais certains Alors, commentateurs? alors, je ne sais pas si c'est exactement ce rapport. Ce que vous dites, ça m'évoque une chose, c'est le rapport Guillot de 2022 qui a fondé la loi Industrie verte et qui a fait une sorte de comparaison européenne des délais d'instruction des autorisations environnementales, notamment en termes d'ICPE. Alors, je ne sais plus s'il se prononçait bien sur les installations classées, mais enfin, c'est quand même assez particulier parce que ce rapport, il a quand même fondé la loi Industrie verte qui a réformé toute la procédure pour réduire les délais, alors que le rapport montrait que, bon, on était quand même globalement dans la moyenne et que s'il y a un vrai problème qui fait qu'on met plus de temps que prévu à délivrer des autorisations, c'est plutôt des questions de ressources humaines, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout assez d'inspecteurs des installations classées. Là, ça, c'est des rapports de la Cour des comptes qui le disent assez clairement. C'est en fait, il y a un problème de ressources humaines et il y a un autre problème qui est un peu la manière dont sont vraiment menées dans l'administration les instructions avec parfois des échanges d'informations entre l'industriel et l'administration qui prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas très encadrés temporellement. Donc ça prend pas mal de temps. Et après, là où on peut quand même constater qu'il y a eu un peu un échec sur ces différentes réformes, c'est que à chaque fois, l'idée du législateur a été d'introduire un délai réglementaire maximal d'instruction. C'est-à-dire, il faut qu'une autorisation environnementale soit délivrée au bout de 12 mois. Sauf que, heureusement, le Conseil d'État, il a considéré que le dépassement de ce délai, ça valait pas fin de l'instruction, parce qu'en fait, il y a très peu de dossiers qui arrivent à respecter ces délais-là. Donc, en fait, il y a une sorte d'hypocrisie un peu générale avec des délais réglementaires de plus en plus courts et aucun effet sur le délai réel, qui reste globalement le même, c'est-à-dire pour une autorisation environnementale, c'est je crois que c'est entre 13 et 18 mois, quelque chose comme ça, alors que le délai réglementaire, il a 9 mois maintenant. Mais voilà. Après, sur ces questions d'effet du contentieux sur un peu les implantations, les choses comme ça. Mais en fait, effectivement, le problème, c'est qu'on n'a aucune étude là-dessus, en tout cas aucune étude qui nous démontre cet effet-là. Et là où on a le plus grand exemple de ça, c'est plutôt en droit de l'urbanisme, parce que ces réformes-là sont plus anciennes, et à partir du début des années 2000, le Conseil d'État, notamment il y a eu un rapport d'un ancien président du contentieux du Conseil d'État, Daniel Labetouille, qui a expliqué qu'il fallait vraiment réduire le nombre de contestations, le contentieux en droit de l'urbanisme, parce qu'il bloquait les constructions et donc on était dans un contexte de crise du logement, donc évidemment il fallait réduire le contentieux. Aucune évaluation n'a jamais été faite sur le lien entre le contentieux et la crise du logement, enfin même on est à peu près sûr qu'il n'y a pas vraiment de lien. On a des vraies statistiques sur le fait qu'il y a une diminution très importante du contentieux de l'urbanisme parce que si vous êtes une association ou des choses comme ça devient infernal de faire du contentieux de l'urbanisme. Par contre, l'augmentation de la production de logements, c'est vraiment n'a pas du tout augmenté. Donc oui, sur ces liens-là entre contentieux et délai d'autorisation, il y a un vrai, il y a vraiment une vraie idée du législateur que c'est un problème, alors que on n'a aucune évidence que ce soit véritablement le cas. Merci beaucoup. J'ai envoyé dans la discussion un de nos communiqués de presse, puisque du coup, on a attaqué en début janvier, les décrets d'application de la loi Industrie verte, notamment par rapport à des questions justement de simplification qu'on considère comme excessives de certaines normes environnementales en matière industrielle. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Alors, on explique assez rapidement dans le communiqué de presse les justifications, mais ça va dans le sens de ce qu'on dit ici. Alors, on a d'autres questions donc, dans la discussion que je te lis à l'oral, Baptiste. Donc, on a deux questions d'Alice Alors, la première, est-ce qu'on peut espérer que le juge se saisisse des outils qui sont à sa disposition, donc comme ceux dont tu parlais, principe de non-régression, charte constitutionnelle, et comment le pousser à s'en saisir? Alors, c'est peut-être effectivement une question prospective, mais qui m'intéresse beaucoup parce que je me pose vraiment la même question. Je suis surprise de voir que les magistrats administratifs on considère souvent que les juges sont parfois un rempart par exemple, face à l'extrême droite, face à des régressions des droits humains ou du droit en général. Et pour l'instant, bah, effectivement, on n'a pas forcément ce sentiment que le juge s'en saisisse particulièrement. Alors, est-ce que tu as une lecture là-dessus, peut-être, ou alors un sentiment Mais alors, oui, enfin, c'est évident que le juge.
Alors, je ne sais pas s'il ne saisit pas de tous ces outils à sa disposition. Je ne sais pas s'il en a énormément. Enfin, si, peut-être le Conseil constitutionnel un peu plus. Le problème déjà du juge administratif, bon, il y a deux problèmes. Il y a un problème, c'est que les simplifications, elles passent avant tout par voie législative. Le juge administratif, il est soumis à la loi, en fait. Donc, sur ça, il n'a pas vraiment prise. Et de l'autre côté, il y a plus un problème après général du Conseil d'État. Le Conseil d'État est quand même a toujours il y a toujours eu quand même des questions sur l'impartialité du Conseil d'État. Hein. Il y a une proximité très grande du Conseil d'État vis-à-vis de l'administration, une certaine réticence à censurer. Malgré tout aussi, ce qu'on peut constater, c'est que, j'en ai pas parlé, je l'avais mis dans le diaporama à la base, mais c'était trop long. Le législateur, il met quand même une certaine pression au juge administratif. Aujourd'hui, le juge administratif, dans les autorisations environnementales, il a beaucoup de pouvoirs. Il a des pouvoirs de régularisation notamment très importants. Et il y a eu des changements sémantiques qui ont été faits dans l'article qui disaient à une époque, si telle situation, le juge administratif peut régulariser. Loi industrie verte, c'est maintenant le juge administratif régularise. Et il y a même maintenant une obligation. Le juge administratif est obligé de motiver quand il ne se sert pas de ces outils-là. Donc, ça force un peu la main. Derrière, concernant celui qui aurait probablement le plus la main pour lutter contre ces régressions, à savoir le juge constitutionnel, le problème, c'est que on a le Conseil constitutionnel, quoi. C'est pas qu'un problème environnemental. Hein. Le Conseil constitutionnel est globalement beaucoup plus frileux historiquement, parce que déjà, on a peu une tradition en France de contrôle de constitutionnalité. C'est assez récent, hein, finalement, c'est vraiment depuis 1971. Et on a un Conseil constitutionnel qui, en plus de ne pas être, très porté sur les questions environnementales, malgré ce qu'ils essaient parfois de vendre dans certains communiqués, n'est pas très porté non plus à beaucoup se censurer et à être très constructif dans sa jurisprudence. Donc, c'est-à-dire que on a les textes de la Charte de l'environnement, qui est quand même un texte très complet en matière environnementale, mais le Conseil constitutionnel fait un peu le service minimum par rapport à ça. Un exemple que j'aurais peut-être, c'est, vous avez l'article 7, qui est le droit à l'information et à la participation du public, qui est l'article qui a mené au plus de censure du Conseil constitutionnel. Ce qu'a fait le Conseil constitutionnel, c'est qu'il a constaté à chaque fois que on a une procédure environnementale, un texte qui a un enjeu environnemental. S'il n'a pas été soumis à une procédure de participation du public, il y a une censure. Donc, c'était assez simple pour le Conseil constitutionnel de censurer. Par contre, le Conseil constitutionnel n'a jamais voulu rentrer dans le débat des garanties de la participation du public. C'est-à-dire que pour le Conseil constitutionnel, un débat public sous l'égide de la Commission nationale du débat public, une enquête publique avec un commissaire enquêteur indépendant ou une participation du public par voie électronique introuvable sur un site de la préfecture géré par le préfet sans véritable recension et utilisation à la fin, pour le Conseil constitutionnel, il n'y a aucune différence. Donc, le problème, c'est qu'on a un juge qui fait le service minimum. Le juge, je dirais, qui est peut-être le plus environnemental, même si il ne pourrait pas le paraître au premier abord, c'est sûrement la Cour de justice de l'Union européenne, qui a eu des interprétations très exigeantes vis-à-vis de ces textes. Donc, c'est vraiment la Cour de justice de l'Union européenne qui a mis le plus de limites aux régressions. Le problème de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est de réussir à la saisir. C'est-à-dire que quand vous êtes un particulier national, avoir accès à la Cour de justice de l'Union européenne, c'est très difficile. Donc, en fait, pour que vous ayez vraiment des incidences, un contrôle en matière environnementale, c'est la Commission européenne qui fait des recours en manquement et qui sont contestés, et ça les amène devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le problème, c'est que depuis une dizaine d'années, la Commission européenne, vu qu'elle essaie de faire passer des textes un peu progressistes avec le pacte vert, elle veut surtout pas embêter les États avec des contrôles qui pourraient les amener à voter contre certaines nouvelles législations. Donc la Commission européenne contrôle très peu, et donc on a peu l'occasion d'avoir la Cour de justice de l'Union européenne qui se prononce. Ça fait des décennies qu'il y a un débat pour que les associations agréées de droit de l'environnement aient accès à la Cour de justice de l'Union européenne, mais c'est toujours pas le cas. Donc ouais, c'est un problème un peu d'office du juge, quoi. Ouais, super intéressant. Pour justement voir par rapport un peu à d'autres secteurs que le secteur environnemental, alors tu as un peu parlé du secteur de l'urbanisme qui est quand même en lien, mais Alice demande également s'il y a eu des phénomènes de backlash, simplification, régression dans d'autres secteurs, par exemple la protection des droits humains ou à d'autres périodes. Est-ce qu'il y a eu des conséquences aussi importantes que un peu l'accélération dont on a l'impression aujourd'hui?
Oui, quand même, le grand exemple qu'on a de régression, c'est le droit du travail en France. C'est-à-dire que depuis le début des années 2010, on va dire, enfin oui, même les années 2000, le premier vecteur de régression, même si c'est pas utilisé comme ça, on parle plutôt de flexibilisation en droit du travail, mais le Hmm. principal exemple qu'on a eu de ça, c'était d'abord ouais, le droit du travail, et notamment, c'est marrant parce que en fait, ça arrive à cette même période du quinquennat Hollande où on a en droit de l'environnement ce qu'on appelait les états généraux de la modernisation du droit de l'environnement, qui n'ont pas mené à grand-chose, mais il y a eu énormément de réformes qui sont passées, l'autorisation environnementale, réforme de l'évaluation environnementale, introduction du cas par cas. Et à la même période, on a eu la loi El Khomri sur le droit du travail. Donc des fois, il y a un peu voilà, des concomitances. On est quand même on est quand même dans un mouvement politique général de flexibilisation et un peu de détricotage au global de l'État-providence, en fait. Donc ça touche évidemment le droit de l'environnement, ça touche aussi, même plus largement que le droit du travail, toute la législation sociale, en fait. Hmm. Ouais, super intéressant. Et je crois que c'est je sais plus, mais est-ce que je sais. Enfin, en tout cas, effectivement, dans cette période, oui, c'était même officiellement porté au niveau du gouvernement Hollande. On parlait du choc de simplification Le fameux. sur le matière. Donc, c'est assez parlant. Une question super intéressante de Philippe également, alors qui s'adresse d'ailleurs à un peu tout le monde, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir enfin, si toi tu veux y répondre. Dans un contexte marqué par la montée des forces climato-sceptiques et le pouvoir croissant des acteurs économiques face aux États, il est souvent avancé que préserver les acquis serait plus réaliste que de poursuivre des avancées ambitieuses, voire que la dérégulation soft, donc sauver les meubles, constituerait une alternative préférable. Quelles stratégies peuvent être mises en œuvre pour contrer cette tendance et réaffirmer une gouvernance climatique ambitieuse et efficace? Et effectivement, peut-être juste avant de te laisser réagir, enfin, c'est même quelque chose qu'on observe un peu. Enfin, même chez Nat, où en fait, historiquement, on porte beaucoup d'actions, si on veut, en attaque, c'est-à-dire qu'on va remettre en cause des entreprises ou des politiques publiques qu'on considère comme pas suffisamment ambitieuses ou donc des entreprises dont les activités sont climaticides, etc. Donc voilà, pour pousser à plus d'ambition. Et effectivement, depuis quelques années, on est aussi poussé parfois justement en réaction à ces dérégulations, à ces chocs de simplification au pluriel, et bien en fait apporter des actions comme celles que je remettais dans la conversation juste avant sur le recours contre les décrets d'application de la loi industrie verte pour essayer de préserver ce qui peut être préservé, quand bien même ce qui peut être préservé n'est déjà pas suffisant à nos yeux. Mais donc voilà, je ne sais pas si tu as de l'espoir à nous transmettre sur ce plan-là. Je sais pas trop, mais je ne suis pas devin là-dessus. Et comme tout le monde, je suis un peu inquiété de ce que je vois en ce moment. Non, mais quand même, la chose qu'on peut noter par contre, c'est bah, effectivement la préservation des acquis. On a essayé, on a quand même consacré un principe de non-régression. C'est globalement le principe, c'est inspiré des libertés fondamentales et de ce qu'on appelle l'effet cliquet en liberté fondamentale. Donc, on essaie de préserver ça, mais après, en fait, la vraie chose qu'on constate quand même avec cette dérégulation et ce détricotage du droit de l'environnement, c'est que, bon, globalement, depuis 30 ans, la doctrine universitaire en droit de l'environnement, elle dit une chose, c'est pas nécessaire forcément de se concentrer sur de nouveaux textes et de nouvelles législations, on ferait déjà très bien en rendant effectifs les législations qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'on a des législations quand même très élaborées, notamment celles des installations classées. Le problème, c'est que c'est entre les mains d'autorités qui ne veulent pas nécessairement les mettre en œuvre, notamment, vous avez des préfets qui ne mettent pas en demeure ou qui ne font pas suivre les mises en demeure. Donc, effectivement, il y a cette question de l'effectivité. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on commence à avoir du détricotage à partir du moment où une législation devient effective, en fait. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que on a eu une législation des espèces protégées qui a quand même été consacrée en 1976 et qui était très peu effective, très peu mise en application. À partir de 2006-2010, on commence à avoir des dérogations espèces protégées qui deviennent une vraie contrainte pour les porteurs de projets, qui conduisent à des annulations. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à dire ah non, mais la législation des espèces protégées, elle va trop loin, il faut la simplifier. Donc, le vrai problème qu'il y a, c'est que les attaques, souvent, elles commencent à partir du moment où on gagne en effectivité, en fait. C'est ça qui est assez terrible dans ce mouvement. C'est que on essaie de tendre vers l'effectivité de législation qui existe déjà, et c'est à partir du moment où on a réussi à rendre effectif et à vraiment soumettre les opérateurs économiques à un certain nombre d'obligations, que effectivement, il va y avoir du lobbying pour du détricotage. Et ça,
enfin, c'est un peu ce que m'évoquait la question et qui est un peu parfois déprimant là-dessus. Après, bon, réactiver une gouvernance du climat et de la biodiversité, ça malheureusement, pas y réponse. Emma, ton micro est coupé. Autant pour moi, merci. Oui, je disais sur ce point très précis des dérogations à espèces protégées, j'ai envoyé un lien d'article, alors qu'il doit être bloqué, mais je pense qu'il y en a d'autres sur le même sujet, de la décision du Conseil constitutionnel du 29 avril sur le projet de loi d'ADU, qui adapte une certaine partie de droit de l'Union européenne et qui en profite pour porter largement atteinte à ce système de dérogation espèces protégées. Donc voilà, vous pouvez aller lire la décision du Conseil constitutionnel du 29 avril, mais ça va également dans ce sens très précis. Alors, on a encore deux dernières questions, je pense, avant qu'on arrive sur la fin. Julie, qui revient donc sur la CJUE dont tu parlais avant, est-ce que vous savez s'il y a déjà eu des recours devant la CJUE sur la non-régression, mais au travers de la Charte des droits fondamentaux, donc en passant par le prisme droit humain? Ouais, Je pas crois de- pas. Ça Cette me dit charte est rien. très peu Euh, utilisée, donc oui, oui, oui. Là où vous avez des liens entre droits fondamentaux et protection de l'environnement, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, peut-être. où là, vous avez un certain nombre de recours, un peu de jurisprudence. Bon, là, il y a un autre problème, par contre, qui sont les effets derrière des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que tout le monde Mm. est très content de constater les apports de ces arrêts, mais derrière, si vous concentrez sur les obligations positives que la Ouais, CEDH c'est ça. prononce envers des États, en fait, il n'y a aucun effet. Mais après, non, devant la CJUE, c'est pas du tout le prisme de la Charte des droits fondamentaux, et ça s'explique en fait parce que le recours des citoyens devant la Cour de justice de l'Union européenne est très Mm. réduit, et c'est les Oui. citoyens que ça intéresse, la Charte des droits de l'Union. Donc non, souvent, ces arrêts de la CJUE, ça part de questions assez techniques en fait, ça part de législation précise, sauf que la Cour de justice de l'Union européenne a de très bons juristes, de très bons juges, motive très bien, donc on a souvent des arrêts assez solides sur les obligations des États en général, sur les législations, mais on a peu de grands principes, de questions de grands principes, parce que on discute très peu de liberté fondamentale devant la CJUE. On discute vraiment de points plus techniques. Et donc, une dernière question de Nicolas. Je ne sais pas si tu as déjà pu creuser hein, ce point dans tes recherches, mais il demande donc est-ce que ce processus de simplification peut expliquer les tentatives d'innovation juridique, que ce soit les droits de la nature ou les approches en matière de droits humains pour défendre la biodiversité, donc par exemple liées à la protection des peuples autochtones, des droits autochtones. Donc voilà, par rapport peut-être à d'autres, effectivement, d'emprunter d'autres voies que celui du droit de l'environnement très classique, et en pratique, à quel point les associations tentent des approches innovantes devant les juridictions pour tenter de résister face à ce backlash. Je ne sais pas si c'est des recherches que tu as déjà creusées ou Euh, si tu as un retour pas, plus pas que général. j'ai beaucoup creusé, mais bon, on est pas mal de doctorants en droit de l'environnement à Toulouse, donc on en discute pas mal de ces questions-là. Mm. Je ne pense pas du tout que ces questions de droit de la nature et d'approche de droits humains, de la biodiversité, de choses comme ça, viennent d'une réponse à la régression. Parce que ces approches ne sont pas du tout nées en droit français, c'est vraiment né. Alors, je ne dis pas que la régression, c'est un mouvement juste du droit français, hein, on constate dans plein de pays, mais elle vient de pays dans lesquels la principale problématique qui est une problématique qu'on n'a jamais eue en France et qui pose souvent la question et qui peut générer du scepticisme, comme c'est un peu le mien, sur l'importation de ces outils en droit français, c'est que ces outils, ils ont d'abord été créés euh, pour des questions d'accès aux juges. C'est-à-dire qu'on est dans des pays où on a énormément de problèmes d'accès aux juges, ce que nous, on n'a pas eu en matière environnementale, parce que depuis 1976, on a les associations agréées qui ont un intérêt à agir. Mais en fait, toute la question qui se posait à la base, c'est comment aller devant le juge, surtout dans des systèmes de common law où il faut faire valoir vraiment des intérêts lésés. Et dans ce cas-là, on a essayé de trouver un peu des portes dérobées pour essayer d'avoir accès au juge. Et notamment, la question, c'était Mm. cette question des droits de la nature. Quand un des premiers articles là-dessus, c'est Christopher Stone en 1971. La question que se pose Christopher Stone, c'est vraiment une question d'accès au juge et à la Cour suprême, avant tout. Donc, c'est pas vraiment lié à cette idée de régression. Et après, euh, c'est lié à un autre phénomène que l'accès au juge, qui est aussi effectivement la question de la représentation des populations autochtones, et qui là, pareil, n'est pas lié aux régressions, qui est plutôt lié à dans quelle mesure ces personnes, ces groupements peuvent faire valoir leurs intérêts dans le système juridique. Donc, j'y vois pas vraiment de lien, et je Mm. suis pas sûr du tout
que l'importation de ces outils en droit français apporterait une quelconque réponse aux régressions, dans la mesure où, en droit de l'environnement jusqu'à présent, vu qu'on n'a pas eu de remise en cause de l'agrément des associations, l'intérêt à agir pose pas du tout problème, en fait. Le problème, c'est vraiment sur le fond. Après, sur les approches innovantes des associations en contentieux, alors moi, j'ai fait très peu de contentieux associatifs, j'en ai fait un tout petit peu, mais vraiment sur des cas particuliers, pour en constater un peu. Alors, des innovations dans les arguments, pas vraiment. En fait, justement, ce qui a le mieux marché pour des associations devant le juge, c'était justement des arguments très classiques et qui n'étaient pas nécessairement environnementaux. C'est-à-dire que quand France Nature Environnement, au début des années 2010, génère tout ce contentieux des dérogations espèces protégées, ils ont commencé à faire tomber toute une série de dérogations sur des exigences de droit administratif, notamment des exigences de motivation, de forme des actes juridiques. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire tomber tout ça devant des juridictions de première instance, parce qu'évidemment, le juge administratif est beaucoup plus sensible à des questions de droit administratif qu'à des questions très poussées de droit de l'environnement. Donc, la stratégie, quand vous faites des recours associatifs, à moins que ce soit voilà, des recours un peu innovants, mais souvent directement devant le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, comme peut le faire notre affaire à tous avec l'affaire du siècle et des choses comme ça. En fait, quand vous allez vraiment contester des autorisations, il vaut mieux essayer d'être le plus basique possible et le plus dans des arguments de droit administratif et pas partir dans des choses très innovantes parce que souvent, le juge de première instance, ça ne l'intéressera pas du tout, ce genre de choses. Donc, c'est justement plutôt le classicisme qui a payé dans les grands contentieux associatifs, en tout cas pas dans ces grands contentieux innovants très médiatisés qui ont un autre intérêt, hein, qui est vraiment réel. Mais dans les contentieux de base en matière administrative, c'est plutôt le classicisme qui a payé, on va dire. Ouais, merci beaucoup, super intéressant. Effectivement, alors bon, l'affaire du siècle, on a eu, enfin, ce sont des décisions du tribunal administratif, mais effectivement sur un sujet pour le coup novateur. Et donc comme le sujet était novateur, il appelait aussi, je pense, à des argumentaires qui pouvaient un peu. Oui, et puis que c'est aussi un recours contre Mais, l'État, contre la trajectoire globale, même si c'est le tribunal administratif de c'est Paris. ça. C'est Oui, pas oui, un tout à recours fait. contre une autorisation particulière. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as le temps pour une toute dernière question? Oui, bien sûr. Super, merci beaucoup. Donc Jérémy demande comment expliquer que les meilleures protections environnementales datent de plusieurs décennies et qu'elles soient remises en cause au moment même où on est plus que jamais au courant de la destruction de la biodiversité, du changement climatique, des problèmes de santé environnementale. Pourquoi était-ce plus facile de créer de la norme quand on avait moins d'informations sur l'ampleur du problème? J'imagine que c'est un petit peu lié à ce que tu disais plutôt sur, en fait, là, on voit les effets de ces normes et c'est maintenant qu'il y a des forces qui s'organisent pour les remettre en question. Mais si tu veux Ouais. préciser un peu là-dessus. Mais alors effectivement, il y a en partie ça, c'est-à-dire qu'en 1976, quand il y a la grande loi du 10 juillet 76 qui crée le régime des espèces protégées, les associations agréées, les réserves naturelles, des choses comme ça, c'est des régimes qui, au moment où ils sont adoptés, sont pas du tout effectifs et ont dû vraiment mettre longtemps à gagner en effectivité. Donc effectivement, tant que c'est pas effectif, les opérateurs économiques dans leur lobbying, ça les intéresse pas de contester ça. Justement, ça permet de se donner une bonne image. Et après, l'autre chose qu'il faut quand même avoir en tête par rapport à ce qu'on se dit sur il y a 50 ans et tout ça, la fin des années 60 et le début des années 70, c'est quand même une période où les questions environnementales ont quand même fait beaucoup de bruit, hein, et ont eu beaucoup de poids. C'est-à-dire que à la fin des années 69, début des années 70, quand même, les questions de santé environnementale, la question de destruction du paysage par l'aménagement du territoire, des choses comme ça, elles ont eu une pression politique qui est quand même remontée à l'époque jusqu'au président de la République, Georges Pompidou, avec la création d'un ministère de l'Environnement, le sommet de Stockholm. Donc, c'est quand même des questions qui avaient peut-être même en tout cas auprès vraiment des décideurs de l'époque, un poids politique peut-être même plus important que maintenant, où maintenant, il y a quand même cette idée de tout le monde considère en apparence hein, que oui, les enjeux environnementaux sont très importants, mais je me demande si presque le gouvernement d'aujourd'hui n'est pas plus indifférent aux questions environnementales que le gouvernement de 1976, ce qui est peut-être un peu désespérant. Oui, il faut se dire quand même que dans ces années-là, la question environnementale, elle a beaucoup porté quand même. Merci beaucoup, oui. Bah alors, et peut-être pour finir, du coup, effectivement, sur une note positive, c'est qu'effectivement, c'est une des dynamiques qui sont quand même assez décevantes, déprimantes, frustrantes, etc. Mais il vaut toujours mieux comprendre pour pouvoir agir. Et donc, décrypter ces dynamiques-là sont hyper intéressantes, justement, pour pas se dire que c'est juste une réforme qui ne s'inscrit pas dans un mouvement plus global comme ça reste fait pour l'instant par certaines, en tout cas,
certains tribunaux, certains juges de se dire bon bah c'est juste une réforme sans prendre en compte le contexte plus global dans lequel elles s'inscrivent. Donc merci beaucoup Baptiste pour tout ça. Cette Académie Nat sera en replay du coup sur notre chaîne YouTube. J'envoie le lien de la playlist sur laquelle vous pouvez retrouver et revoir toutes nos académies Notre Affaire à tous. Et la prochaine sera donc le 16 juin 2025. On écoutera Inès Bouchema, qui est docteur en droit, sur les questions du droit de la transition agroécologique. Donc je pense qu'on retrouvera dans son intervention certaines des réflexions qu'on a abordées ici en matière de Une très bonne thèse. simplification. Voilà, donc rendez-vous le 16 juin à 18 h. Et merci beaucoup Baptiste, merci à toutes et tous de vous être connectés ce soir et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous, au revoir.